Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous avons observé plusieurs développements importants dans le dossier du terrorisme international durant les dernières semaines. Début octobre, les forces turques ont envahi le nord de la Syrie pour attaquer les milices kurdes présentes sur le terrain, ce qui a provoqué la libération de milliers de combattants de Daesh qui étaient dans les prisons des milices kurdes. À la fin du mois d'octobre, le chef de Daesh, Abu Bakr el-Baghdadi, et le numéro 2 de l'organisation terroriste, Abu Hassan al-Muhajir, ont été tués dans une opération des forces spéciales américaines, toujours en Syrie. Le 1er novembre, le département d'État américain a publié son rapport annuel sur le terrorisme qui a classé le Maroc dans une position avancée en ce qui concerne les efforts de lutte antiterroriste. Puis le 5 novembre, le ministère français des Armées a annoncé le déploiement de forces françaises supplémentaires au Burkina Faso pour aider à lutter contre le terrorisme grandissant dans la bande frontalière autour du Burkina. Dans cet épisode, nous allons jeter la lumière sur ces développements et leurs répercussions sur Daesh après la mort d'al-Baghdadi et d'al-Muhajir. L'organisation terroriste pourra-t-elle reprendre son souffle après ça et comment? En même temps, malgré la mort des plus importants dirigeants d'Al-Qaïda, le réseau terroriste reste actif dans ce qu'ils appellent le Maghreb islamique et dans le Golfe arabique. Quelles leçons tirer de la capacité d'Al-Qaïda à subsister? Et enfin, quel est le rôle du Maroc dans la guerre contre le terrorisme? La politique du Royaume dans ce domaine a été un vrai succès. Mais à quel degré ce succès va se poursuivre si on prend en considération les zones éloignées et hors de contrôle à ses frontières sud-est? La faiblesse politique de ses voisins représente aussi un réel danger. Comment le Maroc peut se protéger contre cela? Avant de répondre à toutes ces questions, nous nous arrêtons avec l'analyste de l'émission, J.D. Gordon. Il va nous donner un aperçu sur la problématique du terrorisme dans la région. À vous, J.D. Thank you, Adam, for the kind introduction. With the death of Daesh leader Abu Bakr al-Baghdadi, a lot of people want to know how does that impact terrorism and the threat of terrorism in North Africa, the Middle East. Merci Adam pour cette sympathique introduction. Avec la mort du chef de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi, tout le monde se pose la question: quel impact sur la menace terroriste en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans le Sahel? Il est évident que quand on élimine le leader d'un groupe terroriste, cela va aider à réduire la menace parce que, comme le disait Oussama Ben Laden, les gens misent sur le cheval fort. Alors quand le cheval fort se tue avec ses enfants comme al-Baghdadi l'a fait, c'est un indicateur de faiblesse et que les gens vont fuir cette organisation. La mort d'al-Baghdadi est un indicateur positif non seulement pour les États-Unis et leurs alliés, mais pour le monde entier. De nombreuses personnes de la région, d'Europe et d'Amérique du Nord sont parties en Irak et en Syrie pour participer à ce qu'on appelle le califat. Concomitamment à ces informations, le département d'État américain a publié un rapport intitulé « La lutte antiterroriste » incluant plusieurs pays. Durant 3 années successives, la politique antiterroriste du Maroc a été saluée. Le Maroc dispose d'une stratégie basée sur 3 piliers. L'approche anticipative qui permet de frapper les cellules terroristes dans leur berceau. Morocco has arrested nearly 500 people and broken up almost 50 terror cells. Effectivement, pendant les 3 dernières années, seulement le Maroc a arrêté près de 500 individus et a démantelé 500 cellules terroristes. Le travail de lutte contre le terrorisme du Maroc est donc remarquable et avec une grande vigilance. Les terroristes sont arrêtés alors qu'ils n'en sont qu'à leur premier pas. Deuxième pilier, le Maroc garantit la coopération internationale et régionale pour resserrer les taux autour des groupes terroristes et de leurs moyens de financement.
Le royaume surveille les terroristes et échange les renseignements avec le monde. Il a aussi participé efficacement à la coalition internationale de lutte contre Daesh, ainsi qu'à l'Alliance internationale de lutte antiterroriste. Il travaille aussi avec l'Union africaine, avec de pareils programmes. Pour finir, le troisième pilier et pilier majeur utilisé par le Maroc, c'est la modernisation des outils de lutte contre l'extrémisme. Son approche prend son départ dans le système éducatif par l'encouragement du rejet de toute forme d'extrémisme par le peuple. L'apprentissage religieux tolérant et modéré est aussi encouragé. Il n'existe aucun programme gouvernemental soutenant la radicalisation. Le résultat, c'est qu'on évite au peuple de s'engager dans des actions terroristes dommageables. En définitive, le Maroc joue pleinement son rôle. Il traite aussi la post-radicalisation dans les prisons en travaillant sur la réinsertion des détenus. Globalement, le fait que le département d'État américain salue le rôle du Maroc s'ajoute à plusieurs reconnaissances de la communauté internationale. Quant aux attaques terroristes au Maroc, elles ne méritent pas qu'on s'y attarde. La dernière action s'est passée dans les montagnes de l'Atlas où 2 terroristes scandinaves ont été tués et c'était la première action terroriste depuis l'attaque de Marrakech. In 2011. But other than that, Morocco has done extremely well in preventing these type of terror attacks. One of the very positive ways that Morocco is dealing with counterterrorism strategies is that King Mohammed VI has set a personal example of moderation in religion. And that moderation ensures that people don't get attracted. Ceci mis à part, le Maroc est vigilant et fournit des efforts considérables. L'élément le plus important qui participe au succès du Maroc dans la lutte antiterroriste est sans nul doute le fait que le roi Mohammed VI donne un exemple inédit en matière de tolérance religieuse, ce qui a permis d'ancrer le rejet des Marocains de toute forme de terrorisme. Il facilite aussi le travail de l'État et les forces de sécurité dans la lutte antiterroriste à l'intérieur du pays et la protection des frontières pour savoir qui entre dans le pays. On ne peut dissocier le rôle du roi des différents succès réalisés par le Maroc dans le démantèlement des cellules terroristes. L'une des principales raisons de prolifération de ce fléau à travers le monde, c'est Daesh. Maintenant que son fondateur Abou Bakr al-Baghdadi est mort, on peut réfléchir à éliminer le terrorisme une fois pour toutes. Thank you, JD. And now, let me turn to my guest, Peter Bergen. Merci JD. Je me tourne maintenant vers mon invité, Peter Bergen. C'est l'un des plus grands spécialistes américains des affaires de terrorisme. C'est l'actuel vice-président de la division des études internationales et directeur du programme de la sécurité mondiale et du programme des guerres futures au think tank New America, l'un des plus prestigieux centres d'études ici à Washington. Il est aussi professeur à la faculté de sciences politiques à l'Université de l'Arizona. En plus de ses missions académiques, Peter travaille en tant qu'analyste de la sécurité nationale chez CNN. Il a publié 5 ouvrages sur le terrorisme. 3 d'entre eux sont des best-sellers selon le New York Times. Il a aussi remporté le prix du meilleur producteur de films documentaires. Il a d'ailleurs été le tout premier journaliste à réaliser une interview télévisée avec Oussama Ben Laden, qui a déclaré pour la première fois aux téléspectateurs occidentaux la guerre contre les États-Unis. C'est donc l'un des plus fins connaisseurs des affaires de terrorisme aux États-Unis. Merci d'avoir accepté notre invitation, Peter. Merci à vous. Peter, je pense qu'à travers l'introduction, il est clair que vous avez accordé une attention particulière à la question du terrorisme en tant qu'analyste, académicien et producteur de films. Vous avez passé les 30 dernières années en première ligne de la question terroriste en Irak, au Pakistan et en Afghanistan. Nous voudrions donc que vous nous aidiez à placer les choses dans leur contexte.
La mort d'Oussama Ben Laden n'a pas sonné le glas pour Al-Qaïda. La mort d'Abu Musab al-Zarqawi n'a pas non plus anéanti Daesh. Au début de l'année, vous avez témoigné devant le Congrès en déclarant ce qui suit. Le mois d'août coïncide avec le 31e anniversaire de la création d'Al-Qaïda. C'est la plus longue durée d'existence d'un groupe terroriste de toute l'histoire. 18 ans sont passés après le 11 septembre. Et Al-Qaïda est toujours capable de diriger ses opérations en Afrique du Nord et en Asie du Sud, malgré les lourdes pertes qu'elle a subies. Comment expliquez-vous la capacité de ces organisations terroristes à subsister? Merci de me recevoir dans votre émission, Monsieur l'ambassadeur. Je crois qu'il est facile de tuer un individu, mais il est difficile de tuer ses idées. Malgré le différend entre Al-Qaïda et Daesh, ceci n'occulte pas le fait que Daesh est fasciné par Oussama Ben Laden. Il se croit héritier légitime de Ben Laden. Malgré la mort d'Oussama Ben Laden, son idéologie est toujours vivante. Daesh vit actuellement un problème après la perte des territoires sur lesquels il érigeait son califat, malgré le fait que certains ont posé la question pourquoi Daesh n'a pas été exterminé. Basons notre réflexion sur les données positives. Il contrôlait une population avoisinant celle de la Bulgarie et sur une superficie similaire à celle du Portugal. Ils ont recruté au sein de leur armée 40 000 hommes et femmes volontaires du monde musulman, de France, de Tunisie, du Maroc, des États-Unis et de plusieurs autres pays. Aujourd'hui, ce chiffre est de 0. Personne ne veut rejoindre une organisation en déchéance parce qu'ils ont échoué. La mort soudaine d'Abou Bakr el-Baghdadi ne les sert pas parce que celui qui lui a succédé n'est pas du tout connu, si ce n'est par sa prétendue appartenance à la tribu de Quraïsh à laquelle appartenait le prophète Mohammed. Et c'est l'une des conditions pour diriger Daesh. Partant de là, regardons le côté positif. Daesh a perdu de grands territoires et un grand nombre de ses dirigeants. Il y a des estimations contradictoires sur le nombre de combattants de Daesh restants et qui oscillent entre 15 et 20 000 en Irak et en Syrie. Certains ont besoin de camps d'entraînement et d'autres ont fui. Ce sont là des facteurs qui n'encouragent pas. La question qu'on se pose est de savoir quel est le terme approprié pour désigner cet état de fait. J'aimerais ici utiliser le terme gestion. Les États-Unis et leurs alliés comme la France et le Maroc doivent gérer le fléau. C'est comme la lutte contre les stupéfiants. Nous avons un problème de drogue ici aux États-Unis malgré les efforts fournis pour arrêter les trafiquants de drogue. Le problème réside dans la bonne gestion du fléau au niveau régional. Ici aux États-Unis, nous n'avons pas connu d'attaque d'organisations terroristes depuis le 11 septembre, mais nous devons lutter contre le terrorisme. En parlant du Maroc, c'est un pays qui a brillamment réussi à limiter les attaques terroristes. Le problème n'est donc pas énorme pour les États-Unis et le Maroc, mais le Royaume est toujours confronté à la menace terroriste dans cette partie du monde. Bien, nous allons marquer une courte pause. Et juste après, nous allons nous arrêter sur votre vision futuriste de la région et du rôle du Maroc. À tout de suite. Bienvenue dans votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui l'expert en terrorisme Peter Bergen pour discuter de la guerre contre les groupes radicaux à travers le monde en général et au Sahel et en Afrique du Nord en particulier. Avant la pause, nous avons parlé de la façon de maîtriser le problème du terrorisme. Si on se focalise sur l'Afrique du Nord et sur le Sahel, c'est-à-dire la région où se situe le Maroc, quand on mène la guerre aux terroristes dans une région donnée, il est clair que ces spécificités géographiques et culturelles ont une incidence sur cette guerre par rapport à d'autres régions. Alors, quelles sont les spécificités géographiques, culturelles du Sahel et du Maroc qu'on ne retrouve pas ailleurs ?
J'aimerais dire que lorsqu'un pays du monde musulman est faible, les groupes terroristes s'y renforcent. Pas nécessairement parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils ciblent les pays faibles. En Libye, ils étaient fortement présents jusqu'en 2016, quand les États-Unis ont mené une grande opération militaire sur Sirte. Et ils ont été évincés. Et dans toutes les régions qui sont hors de contrôle du gouvernement, ces groupes s'activent et proposent de l'argent pour attirer les volontaires. Ils pratiquent aussi des raids pour ramasser de l'argent qui servira à payer les salaires de leurs combattants. Ces groupes sont actifs dans les pays faibles et qui souffrent économiquement. Cependant, dans des pays comme le Maroc, où le gouvernement est efficace et avec des structures sécuritaires organisées, ces groupes ne peuvent pas être actifs. L'Arabie saoudite est confrontée à un réel problème. Ils ont des services de sécurité très efficaces et ils ont pu contrôler Al-Qaïda dans le Golfe arabique. Al-Qaïda souhaitait rester en Arabie saoudite, mais ils ont été contraints de fuir au Yémen, qui est un endroit idéal pour eux parce que l'État est pratiquement gelé là-bas et c'est un pays extrêmement pauvre. Par conséquent, quand vous avez un pays comme le Yémen, ou qu'il se situe dans le monde ou certaines zones qui sont hors de contrôle de l'État, comme la région du Sahel, ces groupes s'y activent. Bien. Pour bien comprendre votre idée, prenons des pays comme le Mali, le Tchad, le Niger, le Burkina et le Soudan. Est-ce que les pays faibles continueront dans la voie du Yémen ? Et ce sont toutes des zones où les terroristes s'alimentent avec un environnement propice pour ramasser de l'argent et créer des problèmes. Est-ce que ça constitue une menace dangereuse pour le Maroc ou est-ce plutôt des problèmes qui restent cantonnés dans les zones d'activité des terroristes ? It's largely contained in the areas that they operate because we haven't seen, Morocco hasn't had that many terrorist attacks, relatively speaking. But, of course, these groups can move around. But Je crois qu'ils sont encerclés dans les zones où ils s'activent parce que le Maroc, par exemple, n'a pas connu beaucoup d'attaques terroristes. Ceci étant, ces groupes peuvent profiter de toute situation. Au risque de me répéter, je dis que quand vous avez un pays comme la Libye qui vit un conflit entre deux gouvernements avec des intérêts divergents, c'est un environnement propice pour ces groupes terroristes. Regardez l'Afghanistan. C'est un pays très faible, on y retrouve Al-Qaïda et Daesh. Et comme vous le savez, pour réformer ces pays faibles, il faut beaucoup de temps. Et il n'y a guère de réponse facile. Le Maroc est épargné parce que c'est un pays actif et efficace dans cette partie du monde. J'aimerais vous poser une question relative aux extrémistes chiites et aux extrémistes sunnites, s'il est juste de les comparer. Il y a des groupes chiites appuyés par certains pays. Le Hezbollah est soutenu par l'Iran. Le Hamas bénéficie aussi du soutien de certains pays. Est-ce que c'est un problème posé avec les groupes sunnites extrémistes, que ce soit Al-Qaïda, Daesh ou toute autre organisation? These groups, the Islamic State presented itself as a state. Daesh s'est présenté comme État et n'a cherché l'appui d'aucun pays, tout comme Al-Qaïda. Ces groupes aspirent à mettre au tapis les gouvernements des pays islamiques. L'un des objectifs de Daesh est d'éliminer les frontières géographiques entre l'Irak et la Syrie, par exemple. Pour Al-Qaïda, l'objectif était de faire chuter le gouvernement saoudien. Ces groupes ne bénéficient pas de l'appui des pays, mais j'ai une question qu'on peut poser. C'est la différence entre Al-Qaïda et Daesh. La seule différence, à mon sens, c'est le communautarisme. Si vous revenez au discours de Ben Laden, il n'a jamais appelé à mener la guerre contre les chiites. Il s'en prenait à Israël, à l'Égypte, à l'Arabie saoudite. A contrario, le discours de Daesh ne cite aucun de ces pays. Ils appellent plutôt à une guerre communautaire dans la région. C'est malheureusement une nouvelle donne et les groupes qui suivront la ligne de conduite de Daesh vont réaliser cela. Et il me semble qu'on ne retrouve pas au Sahel le communautarisme qui existe en Irak, en Syrie et au Yémen.
Passons au Maroc. Comme vous l'avez dit, le Maroc ne ressemble pas à la plupart des pays de la région. Il est efficace dans la lutte antiterroriste, et cela grâce à la stabilité dont jouit le royaume, avec une politique plus ouverte. Le Maroc aussi a pris le problème du terrorisme à bras-le-corps en fournissant de grands efforts pour se protéger et pour enlever les racines du terrorisme au sein de la société. L'année dernière, le Maroc a démantelé 202 cellules terroristes et encore plus l'année d'avant. Le dernier rapport du département d'État américain a confirmé ces efforts du Maroc. Qu'est-ce qui nous manque pour supplanter Daesh dans sa capacité d'adaptation? Et puis, est-ce qu'il y a un secret pour être gagnant devant ces terroristes? Well, I mean, you're dealing with relatively small groups of people, so it's not, there's no magic solution. I mean, it's a whole government approach, of course, and Tout d'abord, on parle ici d'un petit groupe, mais il y aura toujours quelqu'un qui protégera les idées extrémistes à travers Internet. Prenons le cas des États-Unis. Ceux qui ont rejoint Daesh depuis les États-Unis n'étaient pas en contact direct avec les membres de l'organisation. Ils se sont radicalisés à travers ce qu'ils ont lu. Peut-être que la situation est différente dans d'autres pays comme le Maroc, mais le réseau Internet sera toujours le premier outil pour embrigader des personnes dans n'importe quel pays. Que peut-on faire contre ça? Une question bien compliquée. Et puis, quels sont les autres groupes présents là-bas? Je ne connais pas leur nom. Daesh n'est pas le problème, mais le reflet de bien d'autres problèmes plus profonds au Moyen-Orient et jusqu'à un certain degré en Europe. La région arabe est bouleversée par les conflits communautaires, en plus de l'effondrement des gouvernements et des économies. Pour l'Europe, il y a les flux de migrants originaires de pays musulmans. Ces migrants ne se sont pas bien intégrés dans les sociétés européennes qui les considèrent toujours comme des étrangers. Il n'est donc pas curieux de voir des Français de deuxième génération rejoindre Daesh et attaquer des capitales comme Paris et Bruxelles. Aux États-Unis, nous sommes confrontés au même problème. Nous avons le même problème aux États-Unis. Ce n'est pas exactement le même problème. Le nombre d'Européens qui sont partis combattre aux côtés de Daesh avoisine les 7000, alors que les Américains qui ont rejoint les rangs de l'organisation ne dépassent pas quelques dizaines selon les meilleures estimations. Pour ce qui est du Maroc, 1500 personnes ont rejoint Daesh, contre 7000 Tunisiens, mais le problème réside dans la gestion du retour de ces combattants. La majorité d'entre eux ont été tués au combat, alors que d'autres ont décidé de ne pas revenir. Mais tout individu intelligent aura envie de revenir pour recruter d'autres personnes dans la région, parce qu'il est radicalisé et entraîné, et que pour lui, il est préférable d'embrigader d'autres personnes. Alors, quel sera le nom du nouveau groupe qu'il va créer? Je ne saurais le dire. Le problème qui se pose, c'est que ces combattants n'ont pas de camp d'entraînement. Que faire si les Daeshiens utilisent les camps d'entraînement dans lesquels ils étaient emprisonnés après le départ des Kurdes? Personne ne souhaite le retour de ces éléments dangereux. C'est là un grand problème. Dans la région, beaucoup de personnes pensent que les terroristes, que ce soit ceux d'Al-Qaïda, de Daesh ou de toute autre organisation, ne peuvent pas réussir s'ils ne sont pas soutenus par les États-Unis. Je dirais que le péché originel dans cette région, c'est la guerre contre l'Irak et l'intervention américaine pour faire chuter le régime de Saddam Hussein. C'est ce qui a attiré Al-Qaïda en Irak, alors qu'elle n'était pas présente dans cette région avant. Al-Qaïda s'est ensuite transformé en Daesh. La théorie du complot sur le fait que les États-Unis ont créé Daesh est totalement infondée, mais la vérité, c'est que les États-Unis ont envahi l'Irak, facilitant les choses pour Al-Qaïda pour se constituer et se renforcer. Abu Bakr el-Baghdadi et plusieurs Irakiens se sont radicalisés dans les prisons. Le Maroc a tiré les leçons de cette situation en fournissant de grands efforts pour réformer les prisons et réinsérer les détenus extrémistes.
Il y a des précédents historiques. Par exemple, Abu Musab el-Zarqawi, qui a créé Al-Qaïda en Irak. Il s'est radicalisé dans une prison en Jordanie. Il y a aussi le cas d'Ayman el-Dawahiri, le leader d'Al-Qaïda qui était extrémiste avant d'être emprisonné. Il a quitté la prison en étant plus radicalisé qu'à son entrée. Le système pénitentiaire au Moyen-Orient était un moteur de création de l'extrémisme, et c'est là une réalité. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié notre discussion sur l'origine du problème du terrorisme et des perspectives de la lutte antiterroriste dans le monde musulman et en Afrique du Nord en particulier. Merci pour votre attention, à la semaine prochaine et merci à vous, Peter. Merci, Adam. Thank you, sir.